Bien, bien, je vous propose de débuter le grand tour de ce midi où nous accueillons le professeur Briganti euh, sur un sujet, je pense, qui pourrait revenir chaque année parce que le thème est tellement en évolution qu'il y aura d'autres choses qui arriveront. Alors, vous voyez, pour le présenter, je ne dois pas faire grand-chose. Il suffit que je lise ce que vous voyez à l'écran. Si ce n'est que ça mérite, et avant que tu commences ton exposé, Giovanni, peut-être un brin d'explication sur ce que c'est le service de médecine computationnelle et neuropsychiatrie. Ça nous intéresse très fort. Je ne veux pas dire aussi fort que le titre de ta conférence, mais on serait quand même intéressé. Donc, comme vous le voyez, il est impliqué dans toutes nos universités. Donc, voilà, c'est le représentant qu'il faut si on veut parler de ce qui est académique du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Eh bien, Giovanni, tu as la parole et dis-nous d'abord un peu, c'est quoi ton service de médecine computationnelle? Le service de médecine computationnelle et neuropsychiatrie, c'est un des deux nouveaux services qui ont été ouverts d'enseignement et de recherche à l'UMONS. Je l'ai intitulé comme ça, ben, premièrement parce que je suis psychiatre, je peux enfin le dire, j'ai enfin fini ma spécialisation. Euh, et, euh, Mon autre spécialité, c'est la médecine computationnelle, c'est-à-dire l'application des méthodes algorithmiques et de données de santé appliquées à la médecine pour notamment le fait d'aboutir à une médecine personnalisée, une médecine prédictive et de mieux expliquer les phénomènes naturels qui concernent les maladies via les processus d'analyse de données. Et donc dans ce service, qui est un service qui démarre, il y a déjà environ une quinzaine de médecins, dont quatre académiques, deux postdocs pour le reste des doctorants dans différents domaines, chirurgie, anesthésie, psychiatrie, neurologie, et qui étudie différentes choses de la médecine, mais avec le trait d'union de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est réellement ça l'intérêt d'un service de médecine computationnelle. Voilà. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous aujourd'hui dans ce grand tour de médecine interne. Premièrement, parce que je ne suis pas médecin, mais je suis psychiatre. Euh, et donc, je ne sais pas combien de fois vous avez un psychiatre qui vient vous donner des grands tours de médecine interne. Et donc, c'est ce qui me passionne et qui est l'intelligence artificielle en médecine. Et pour commencer à parler de ce sujet, je vais vous l'expliquer comme mes maîtres, et je vais en citer quelques-uns, Polinkowski, Falkenreich, Olivier Lemoine, qui est par ailleurs est avec nous aujourd'hui, et d'autres me l'ont expliqué, ce concept de neurone artificiel, comment ça marche et pourquoi il est si proche de celui humain. Alors, pour commencer très brièvement, le neurone, on sait qu'il a essentiellement trois composantes. Il a quelque chose qui le reçoit, quelque chose qui entre par le neurone, il y a quelque chose qui transmet et il y a quelque chose qui sort du neurone. Et c'est comme ça qu'on transmet le signal, le potentiel d'action à travers le neurone. On le reçoit, on le transmet et on l'envoie à d'autres neurones. Alors quelque part, le neurone artificiel, il n'est pas si différent que le neurone humain, parce que lui aussi, il aura essentiellement trois composantes. La première composante qui va être la couche d'entrée, on a des informations qu'on doit recevoir et qui vont rentrer dans le neurone. Deuxième couche, notre neurone, quelque part, ça va être la partie qui va transformer le signal reçu. On sait qu'on doit transformer notamment le signal chimique vers un signal électrique. Et puis une troisième couche, ben, ça va être la sortie, ce qui va être envoyé de notre neurone vers d'autres neurones. Alors, c'est la même chose pour la machine, c'est en plus ou moins en trois strates, en trois couches que l'information va être traitée. On parle de toute façon d'entrée et de sortie. Et donc, même dans le cadre de nos neurones humains, nous avons une entrée. C'est une impulsion qui peut être volontaire ou involontaire. Dans le cadre du cœur, c'est involontaire. Dans le cadre du cerveau, ça peut ou pas être volontaire. Ça dépend du processus. Mais si l'on veut bouger, d'abord on pense je veux bouger, et puis il y a une sortie qui est je bouge. Et ça va pas être très différent dans le neurone artificiel puisque on va avoir des entrées, des choses qui vont venir nous venir en aide pour avoir une sortie, une réponse.
Et puis, on a quelque chose au milieu. Et cette chose au milieu, celle que dans le neurone humain, c'est finalement la transformation d'un potentiel chimique à un potentiel électrique et vice-versa. Nous allons avoir une fonction G qui va être au milieu entre X, la donnée d'entrée, et F, la sortie, dans une fonction composée. G va être une étape de raisonnement qui va nous mener de l'entrée à la sortie. Alors, quelques maths essentielles pour faire de l'IA, vous allez très vite comprendre pourquoi, mais ce G, c'est une étape de raisonnement et c'est là que, quelque part, le volet artificiel se met en route. C'est quelque part une fonction d'activation, comme nous connaissons à l'intérieur de nos neurones humains, qui se passe également dans les neurones artificiels. Alors, vous comprenez que c'est un processus profondément humain, que celui d'apprendre de l'expérience et de rapporter des choses. C'est profondément humain parce que c'est comme cela que nous apprenons, c'est comme ça que nous changeons. Ça se passe également au niveau de la machine. Un autre phénomène qui est très profondément humain et propre au cerveau humain, le phénomène associatif, se passe également dans le neurone artificiel, puisque vous l'aurez compris, en gros, le neurone artificiel n'est qu'une fonction composée f de g de x. Parfois beaucoup plus que trois couches. Nous allons avoir f de g de h, etc., de x pour c'est une sorte d'association d'informations et c'est ça qui va se passer. Donc, nous avons également des processus top-down et des processus bottom-up. La douleur, par exemple, c'est un processus assez bottom-up qui vient de la périphérie pour remonter vers le haut, comme nous pouvons voir le mouvement qui est un processus top-down. Eh bien, la même chose, il existe des modèles où les processus se font de façon top-down et des modèles où ça se fait bottom-up. Ça dépend vraiment de l'algorithme. Alors, quelque chose que j'adore dans notre humanité, c'est que nous faisons énormément d'erreurs. Par ailleurs, mon cabinet est généralement rempli de personnes qui font des erreurs. C'est très surprenant comment la machine fait aussi un apprentissage par l'erreur. Il existe un phénomène qui s'appelle la backpropagation en intelligence artificielle, où, puisque la machine fait une erreur dans l'apprentissage, imaginons, elle classe une radiographie comme elle est en scène, alors qu'en réalité, il y a une fracture, eh ben, par l'erreur, elle va revenir en arrière pour chercher là où elle s'est trompée et corriger le processus. C'est quelque chose que je trouve très intéressant. Alors, si on considère le phénomène très particulier de l'apprentissage sportif et l'apprentissage du mouvement, on sait qu'il y a énormément de données qui vont venir en jeu quand vous faites une partie de tennis pour comprendre si vous faites plutôt un coup droit ou un coup revers. Et ça va se dépendre, ça va être nos données d'entrée si vous voulez, toute une série de données, la position d'adversaire, comment il lance la balle, où la balle va toucher, etc., qui va nous mener à une décision qui sera est-ce que je fais le coup droit ou est-ce que je fais le coup revers. Tout ceci est dicté par les lois de la nature. Nous avons ce qu'on appelle les data generating process, des processus générateurs de données qui régissent comment les phénomènes naturels se présentent. Et en intelligence artificielle, c'est hyper utile de comprendre quels sont les processus générateurs de données parce que nous allons avoir quelque part des données qui vont rentrer, des variables qui vont rentrer en lien pour nous donner un résultat. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que vous aurez compris, je vais venir au volet médical de l'intelligence artificielle, mais c'était pour vous expliquer le quelques vocabulaire qui nous est utile pour comprendre qu'est-ce qui compose quelque part les algorithmes d'intelligence artificielle. Et alors, je vais vous faire un exemple, celui de la manie, dans le trouble bipolaire, quelque chose que je connais très bien. Dans la manie, nous allons avoir certains symptômes, certains signes cliniques qui vont nous amener au diagnostic de manie. Et ben, ces symptômes, si on peut les automatiser, on peut collecter auprès des patients certains symptômes de ce type, on peut venir prédire qu'un patient, dans les jours à venir, pourrait faire un état maniaque. C'est par ailleurs un des focus de mes recherches, c'est de prédire quand et comment un patient va s'activer dans un état maniaque. C'est un des buts de l'intelligence artificielle. Vous l'aurez compris, les neurones artificiels sont très similaires aux neurones humains et il y a une façon de construire des ponts à des traits humains. Et à l'heure actuelle, des tas de machines, notamment les modèles de langage large, notamment ChatGPT que vous connaissez sans doute, ben, répond à des critères d'intelligence humaine tels qu'on les avait postulés en 1950 lorsque Sir Alan Turing, l'ingénieur qui avait été le pionnier dans l'intelligence artificielle, a imaginé un test pour valider qu'une machine pouvait faire croire à un autre humain qu'elle était elle-même un humain. Alors, on s'y approche très très vite avec ces modèles, vous l'aurez compris, mais fondamentalement, même si l'IA est smart, elle n'est pas si smart que ça. Et alors, pour être très clair avec vous, à l'heure actuelle, les systèmes d'intelligence artificielle sont quelque part
euh, malins, c'est vrai, mais aussi malins quelque part qu'un animal, qu'un prédateur. Ils savent aboutir à un niveau d'intelligence dite associative, parce qu'on peut associer X pour avoir un Y, comme on le fait dans la régression quelque part, mais on ne peut pas aller plus loin. Nous, les humains, nous avons de loin dépassé l'intelligence artificielle. Donc, chaque fois que vous lisez un article en disant que l'intelligence artificielle est plus efficace que le radiologue ou que l'intelligence artificielle est plus maligne que la plupart des étudiants en médecine, ce n'est pas vrai. Et peut-être plus maligne, plus performante sur certaines tâches bien spécifiques, mais jamais prendre l'intelligence globale comme un facteur de comparaison. Nous, ensuite, les humains, dès l'enfance, dès le développement de l'enfant, nous adoptons une intelligence dite d'intervention. Si nous faisons caca à côté du pot, ben, papa, maman vont s'énerver quelque part et nous apprenons quelque part quel est l'impact de nos actions dans le monde. Et puis, dès l'adolescence, nous développons une intelligence qui est la véritable perle de notre humanité, c'est l'intelligence contrefactuelle. Le fait d'imaginer des choses qui n'existent pas encore, le fait de lier des causes et des effets, d'imaginer, d'être créatif, des univers parallèles, là où les événements se passent autrement que ceux de notre quotidien. Alors, il nous faudra encore énormément de temps pour que l'IA puisse aboutir à ces niveaux d'intelligence. Alors, cette présentation elle va être riche d'émerveillement et d'inquiétude. Je ne vais pas vous mentir, je suis à la fois émerveillé par le domaine que j'étudie, mais je suis aussi beaucoup et fort inquiet de mon domaine parce que je pense que certaines choses sont hors de notre contrôle et nous devons vite rattraper le coup, en tout cas dans le domaine médical. Alors, inutile de vous de feindre que ce n'est pas vrai. L'IA, elle est parmi nous. Je vous fais ici l'exemple d'un chatbot qui est capable désormais, et des centaines de milliers d'utilisateurs autour du monde l'utilisent, un chatbot qui est, avec lequel on peut établir une relation sentimentale. Ce chatbot n'est rien d'autre qu'un modèle d'intelligence conversationnelle qui échange avec vous, mais qui a une capacité très, très importante de retenir ce que vous lui dites et de se calquer sur votre personne, sur votre personnalité, afin de vous faire tomber amoureux. Et énormément de personnes ont des relations sentimentales désormais avec des chatbots, c'est une réalité. Alors, pourquoi l'IA en médecine? Ben, nous sommes limités par notre temps sur Terre. Et heu, je dois vous dire, c'est quelque chose qui nous touche, nous, en tant que médecins. Nous voulons travailler le plus possible, passer le maximum d'heures à l'hôpital pour être en contact avec nos patients, pour être en contact avec les processus, cliniques, pour acquérir de l'expérience. Mais nous sommes limités par le temps que nous pouvons passer au travail et le temps que nous vivons sur terre. La machine n'a pas la même limitation parce qu'elle peut analyser un ensemble de données très importantes dans un rien de temps. Alors, vous comprendrez très vite qu'il est très difficile de s'accorder sur ce qu'est l'intelligence artificielle, comment la définir. Alors, en UE, il a fallu quelques années avant d'aboutir à une petite définition. On met en avant quatre choses de la définition en Union européenne: l'environnement, la décision, l'autonomie et le but. Donc, il y a un environnement, c'est-à-dire les données. Deuxièmement, il y a une décision à prendre. Troisièmement, il y a une autonomie qui est plus ou moins importante du système. Et il y a un but à atteindre. Dans le chatbot, que vous connaissez tous sans doute déjà, le but de l'IA, c'est de rendre du texte, c'est de rendre une image, c'est de rendre du code. Tout ceci est possible grâce à finalement des intelligences artificielles qui vont de façon probabiliste faire le perroquet et répéter des mots qu'ils ont trouvés lors de leur entraînement. Ça, c'est les modèles ChatGPT et autres. Mais il faut savoir que euh, ChatGPT n'est pas la seule façon de faire de l'intelligence artificielle. Et surtout, je pense que bien que ChatGPT est la façon dont on a démocratisé l'IA, en médecine, ça ne peut rien d'autre que servir d'interface pour d'autres tâches qui seront faites par d'autres modèles plus classiques, qui vont venir nous aider à, un, prédire les maladies, deux, les diagnostiquer, trois, choisir le meilleur traitement pour le patient, quatre, faire de la prévention, et cinq, augmenter l'humain là où possible, selon des normes bien évidemment éthiques très strictes pour ne pas tomber dans le jeu. Alors, à quoi ça ressemble une donnée de santé? Ben, c'est rien d'autre que ce que vous connaissez déjà, des tableurs Excel, probablement que vous avez déjà vu, parfois un peu plus évoluées que des tableurs Excel, mais des observations et des variables, des valeurs qui sont assignées à chaque individu. Alors, quelque part, différents problèmes peuvent être résolus avec l'intelligence artificielle. Je vais vous faire un exemple d'entre eux, notamment les problèmes de classification, c'est-à-dire les problèmes où on essaie de classer un individu comme étant, par exemple,
Covid plus ou Covid moins, selon toute une série de variables. Pendant la période Covid, plus de 37 000 modèles ont été produits pour faire de la classification d'individus comme étant à risque de Covid ou pas à risque de Covid. Et on peut donc classer des personnes comme étant positives à une maladie et négatives à une maladie selon certaines variables qui vont venir interagir avec notre modèle de façon statistique. L'IA, comme je le dis toujours, ce n'est que de la statistique sur stéroïdes. Alors, il y a tout un nouveau flux de la médecine qui vient avec cette intelligence artificielle. Nous allons avoir une collecte des données qui va se faire au lit du patient, mais aussi au domicile du patient, afin d'avoir des collectes de données multimodales qui vont venir quelque part enrichir la vision que nous avons du patient, qui est différente de celle hospitalière pure, et qui vont venir entraîner des modèles qui seront spécifiques au patient pour faire de la prédiction de risque et pour faire d'autres types d'interventions que nous pourrons planifier chez le patient. Vous l'aurez compris, l'IA s'inspire grandement de nos neurones, mais cela ne la rend pas similaire à nous. En médecine, l'IA va se diviser donc en deux domaines. L'IA que j'appelais clinique, c'est celle qui va nous concerner, nous, les médecins, les cliniciens. C'est celle qui va nous aider à mieux traiter le patient. Et puis, il y a toute l'IA dite paraclinique, c'est celle qui va simplifier la vie du médecin, c'est celle qui va simplifier la vie du gestionnaire hospitalier et éventuellement de l'organisation des soins, même de la santé publique. Alors, je vous ai déjà dit globalement c'est quoi les domaines, je vais les répéter. On peut surveiller des maladies à distance. Quelques bonnes pratiques. Il y a déjà des algorithmes très performants dans le domaine cardiaque, dans le domaine de l'endocrinologie. Aujourd'hui, notamment, rappelons-le, notamment en Angleterre, au Royaume-Uni, là où le gold standard du traitement du diabète de type 1, suite aux guidelines du professeur Partakar, euh, inclut l'intelligence artificielle par des pancréas en boucle fermée, mais aussi dans d'autres domaines comme l'épilepsie, les maladies respiratoires. On peut surveiller les maladies à distance, surveiller les paramètres corporels, surveiller les symptômes et pouvoir prédire chez le patient, via des modèles personnalisés, qu'un événement adverse va se passer. On peut aussi donc diagnostiquer des maladies sur base d'examens complémentaires, sur base de données cliniques, sur base d'un dossier patient. Et on sait que dans ces domaines-là, la radiologie, l'anatomie pathologique et la médecine laboratoire sont véritablement à la pointe. Alors, généralement, je pose la question quand je suis en personne dans un auditoire. Généralement, personne ne lève la main, mais qui pense qu'on est bon en prévention en Belgique? Généralement, personne ne lève la main à cette question. Ben, grâce à l'IA, grâce aux algorithmes, grâce aux modèles personnalisés, nous pouvons venir induire un changement du style de vie chez la personne, aboutir à des actions préventives, puisque on peut venir sauter quelque part les bottlenecks de la prévention que nous connaissons, trop peu de médecins généralistes, consultations saturées, délais d'attente trop longs, etc. Mais aussi la sévérité des maladies, afin de doter chaque citoyen, et l'OMS l'a déjà fait, d'un modèle personnalisé pour échanger par rapport à sa propre santé et aboutir à des prises de décision qui vont mener à une meilleure prévention des maladies. Alors, vous devez savoir également que la Belgique, ben, nous sommes très bons en IA en santé. Nous avons des hôpitaux universitaires et autres qui sont des champions des études cliniques. Nous avons un secteur pharma qui est très représenté en Belgique et qui investit énormément d'argent dans la santé digitale et l'intelligence artificielle. Des universités, rien que du côté francophone, plus que 700 chercheurs font de l'intelligence artificielle et on estime que plus d'un tiers d'entre eux font des liens en santé. Énormément d'entreprises, petites, moyennes, grandes entreprises, du consulting, des mutuelles, tous intéressés par de l'intelligence artificielle en santé et énormément de gouvernance politique qui se fait autour de l'IA. Moi-même, je suis à la tête du consortium fédéral belge AI for Health qui vise à l'adoption de l'IA en santé. Alors, nous avons aussi été les premiers au monde à faire un baromètre national en matière d'intelligence artificielle et son adoption en Belgique. C'est seulement maintenant en 2024, alors que notre premier baromètre date de 2021, que l'Union européenne commandite désormais les mêmes audits que nous avons faits il y a déjà 3 ans. Et en Belgique, nous sommes différents des autres pays européens, différents des autres pays de l'OCDE. En Belgique, les médecins sont bien disposés face à l'intelligence artificielle. Ils voient un intérêt pour les choses que vous voyez à l'écran, l'augmentation de la rapidité, la fiabilité de la prise de décision, la libération de plus de temps pour les tâches de valeur ajoutée, la réduction des risques d'erreur et encore bien d'autres domaines. Les priorités, on voit l'appui à l'analyse et l'interprétation des résultats d'imagerie ou de biologie. Il est vrai, l'IA peut venir autonomiser
le médecin, le clinicien, même s'il n'est pas radiologue, s'il n'est pas biologiste clinicien, qui va venir quelque part avoir un support par rapport à la prise de décision grâce à ces outils. Donc, je vais pas vous mentir, chers collègues, chers confrères, chers consoeurs, l'IA, elle est là. Maintenant, il faut que nous, en tant que médecins, nous nous posons la question de quelle vision sociétale de la médecine et de la santé nous devons pousser. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Le premier problème, c'est la validation et l'adoption. Vous devez savoir qu'il y a une crise de reproductibilité, une crise de réplicabilité très importante qui se destine à l'intelligence artificielle. Nous savons que c'est déjà le cas pour les sciences en général, pour la médecine en particulier. Pour l'IA en médecine, c'est encore plus important. On se rend compte que moins d'une étude sur 1000 fait une réplication primaire des études dans d'autres échantillons, dans d'autres contextes. Même des réplications secondaires, elles sont encore plus rare dans notre domaine. Donc, on va droit vers une crise de réplicabilité. Et ce n'est que le bon sens, quelque part, épistémologique. Quelles études vaut-il la peine de faire? Quelles études est-il éthique de faire? Quelles études est-il acceptable de faire? De les mener. Deuxièmement, résoudre les problèmes de robustesse technique, bien que c'est le moindre des problèmes à l'heure actuelle, mais beaucoup d'études d'IA en santé manquent de design fiable. Ça, c'est ma casquette de statisticien qui parle plus à du psychiatre, mais beaucoup d'études que je vois passer en review ou pour des journaux internationaux manquent de solidité scientifique, de solidité statistique et technique. Quelle est la pertinence clinique d'une étude? On va voir quelques exemples plus tard. Et quelle est la valeur sociétale? Alors, je ne sais pas si vous êtes dans l'audience certains fans de mythologie. Moi, je suis un gros fan de mythologie. Je vais vous utiliser la mythologie ce jour pour vous citer quelques problèmes et quelques défis que nous avons. Le premier, je vais utiliser le personnage de Cassandre. Cassandre était la fille de Priam, roi de Troie. Elle a été maudite par Apollon. Euh, Apollon l'a trouvée très belle. Il a essayé de la séduire, il n'a pas réussi. Et donc, il a maudit Cassandre en lui donnant le don de la prédiction complète et fiable de tout ce qui allait se passer dans le futur, mais personne n'en allait la croire. Alors, Cassandre a essayé de prévenir Priam qu'il allait y avoir un désastre à Troie, qu'il allait y avoir une guerre. Priam, bien évidemment, ne l'a pas écouté, puisque Cassandre est maudite, et donc il y a quand même eu un massacre. Pourquoi je vous parle de Cassandre? Ben parce qu'en fait, parfois, même si le modèle est validé, même si le modèle est parfait, dans son adoption, il peut y avoir des grosses blagues. Par exemple, ici, dans cette étude, on a essayé de mettre en place des modèles qui vont venir prévenir les thromboses, notamment chez les enfants. Et ce que l'on voit, c'est que le modèle est très, très précis. Il ne perd que 6 enfants sur 77. Pour le reste, 40%, on ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas anticoaguler. Pour 40%, c'est des alertes qui passent le week-end et il n'y a personne qui les lit. Et pour le reste où on peut faire quelque chose, moins de la moitié sont vraiment anticoagulés. Donc même quand la machine nous dit de faire quelque chose, même si on est en mesure de la faire, qu'il n'y a pas de contre-indication, le médecin humain choisit de ne pas suivre la machine. Alors vous comprendrez que nous avons un problème d'adoption d'intelligence artificielle, même quand le modèle est parfait, on n'arrive pas à l'adopter. Dans l'autre spectre, je vais vous parler de Jormungandr. Jormungandr est le serpent monde décrit dans la mythologie nordique. Il enveloppe le monde. Il s'agit en réalité du fils de Loki. Il est donc fait de la même matière que les dieux. Ce n'est pas un dieu cependant. Il est prédit pour annoncer la fin du monde. Effectivement, il se charge de tuer Thor lors de Ragnarok. C'est quelque chose qui se passe dans le cadre de Ragnarok, donc de la mythologie nordique, c'est ce que ça nous apprend. Alors pourquoi je vous parle de Jormungandr? Je vous parle de Jormungandr parce que en réalité, nous avons un challenge en ce qui concerne le remplacement des humains par la machine. Nous avons un problème en ce qui concerne le remplacement des humains par la machine parce que certaines plateformes voient le jour qui finalement viennent nous rappeler qu'on ne peut pas véritablement remplacer l'humain. On ne peut pas remplacer l'humain, tout comme Jormungandr ne pouvait pas remplacer les dieux, quitte à le risque est que si on remplace l'humain, si on remplace les dieux, on tue les dieux, on tue les humains. Pourquoi je vous parle de Jormungandr? Parce que la plupart des études qui voient le jour en IA en santé visent à comparer le médecin à la machine, comme si en réalité la machine pouvait elle aussi remplacer le médecin. Il n'est pas possible de remplacer le médecin, il n'est pas possible de remplacer le clinicien, ceci doit être très clair. Malheureusement,
on va le voir plus tard, le bon sens scientifique fait parfois défaut dans ce genre d'études. C'est notamment le cas contre les radiologues qui voient énormément d'études paraître où on entraîne un modèle sur des données bien spécifiques d'un hôpital et on reteste le même modèle sur les mêmes données versus les radiologues. Bien évidemment que le modèle va être meilleur. Il s'agit des mêmes données de départ. C'est un processus de biais statistique qui se passe, ou comme nous on l'apprend, le surapprentissage, le surajustement. Quelque part, on ne peut pas venir comparer tout simplement ChatGPT contre les radiologues, on ne peut pas non plus le faire avec les psychiatres. Je vais parler de ma propre spécialisation. Nous sommes également sous attaque. Ça n'a pas de sens parce que dans la plupart de ces études, quand on va voir, il n'y a pas de réplication primaire. Il n'y a pas l'efficacité du modèle versus les radiologues sur un échantillon que le modèle ne connaît pas. Et donc, ces études sont profondément biaisées. Alors, la Commission européenne, l'Union européenne nous impose nous-mêmes dans la boucle, finalement, dans certaines solutions qui visent à remplacer le médecin humain. Je me dis que on n'est même plus dans l'humain dans la boucle, on est dans l'humain à la fin du monde, quelque part. L'humain n'est plus du tout impliqué dans la prise de décision dans certaines applications. J'ai vu il y a quelques jours une application qui vise à complètement remplacer le contact entre le médecin et le patient. Le patient se plaint auprès d'une machine, la machine analyse les symptômes, il envoie son analyse à un médecin qui ne voit pas le patient en direct, le médecin valide la prescription de médicaments qu'il faut faire et on remplace donc complètement ce processus de prise en charge pour les patients, ce que je n'apprécie guère. À aucun moment, il devient OK de se demander est-ce qu'on peut remplacer le clinicien par la machine. C'est vraiment pas une question que nous devons poser. Il faut complètement la mettre de côté. Dans le meilleur des cas, il faut analyser l'aide que la machine peut apporter. Kaiser Permanente aux États-Unis a essayé de remplacer certaines tâches infirmières complètement avec de l'intelligence artificielle. Ça ne s'est pas bien passé. Oups, j'ai départagé mon écran. Je vais le repartager. Attendez. Voilà. Donc, comme je le disais, effectivement, ça peut engendrer des révoltes et c'est le cadre de Kaiser Permanente. De notre côté, en Belgique, c'est extrêmement difficile de convaincre des collègues à mener un projet IA au sein d'un hôpital. Il faut convaincre la direction générale, la direction médicale, le comité d'éthique, le département informatique, les chefs de service, le collège infirmier et bien d'autres partenaires. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'expérience de le faire dans plusieurs hôpitaux en Belgique. C'est difficile. Et il faut d'autant plus avoir une personne de référence qui soit experte, clinicienne à la fois, mais à la fois qui comprenne le volet informatique. C'est l'exemple notamment du professeur Olivier Lemoine, qui était un de mes mentors et qui fait ce travail à l'hôpital Erasme depuis de nombreuses années. Il faut quelqu'un de fiable, de confiance pour relayer ce genre de défi. Alors, je vais vous parler du financement, chers collègues, parce que le problème, au final, c'est l'argent. Nous avons certaines applications qui peuvent véritablement améliorer la qualité des soins que l'on peut apporter aux patients, améliorer la santé des patients, mais, in fine, l'hôpital y perd de l'argent. Et ce genre d'application, elles essaient de s'y implémenter en Belgique, mais elles n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que ben, l'hôpital va perdre des consultations, il va perdre des réhospitalisations, il va perdre des chirurgies et des passages aux urgences. Et ça, on n'est pas encore prêt dans le mode de fonctionnement actuel, dans le mode de financement actuel, à financer ces applications qui peuvent réellement avoir un impact sur la vie des patients. C'est ce que j'appelle le problème Midas. La tour de Babel, vous connaissez cette figure reprise dans de nombreuses religions, notamment la religion catholique, la tour de Babel, où euh, certaines, euh, certaines nationalités différentes se comprenaient en parlant la même langue. Pourquoi est-ce que je vous parle de la tour de Babel? Parce que nous avons un problème de compréhension entre les différentes parties prenantes des intelligences artificielles en santé, les hôpitaux, les médecins, les gestionnaires, mais aussi les industries pharmaceutiques, les industries technologiques, le gouvernement, les citoyens. On a des visions différentes qui est difficile de concilier. Par exemple, le pharma a des visions assez court-termistes dans le cadre de l'intelligence artificielle qu'il est difficile de concilier avec une vision long terme de l'hôpital. Compte rendu, à la fin des comptes, nous avons des projets pilotes qui restent des projets pilotes et qui terminent nulle part parce que le pharma a obtenu les données qu'il voulait,
mais l'hôpital doit, en fine, interrompre l'usage d'une technologie qui a été déployée grâce à une collaboration avec des parties prenantes externes parce que le projet est terminé, qu'on ne sait pas le continuer. Donc, il faut vraiment une vision long-termiste et pas court-termiste en matière de financement et de déploiement des intelligences artificielles dans nos hôpitaux. Notre gouvernement a été profondément ralenti pendant plusieurs années. Désormais, maintenant, il accélère par rapport à l'intelligence artificielle. Nous devons résoudre essentiellement le problème du remboursement des technologies, le financement, mais aussi la validation et la régulation. Cela fait 4 ans que je crie à tous les côtés pour convaincre les décideurs politiques qu'il faut un institut de validation des intelligences artificielles avant qu'elles ne rentrent en contact avec le patient. Personne ne m'écoute. On voit dans la loi sur l'intelligence artificielle que désormais il est requis que les technologies soient testées avant d'être utilisées. Alors, on va voir comment est-ce qu'on va s'en sortir. Je suis curieux de voir février 2025 la rentrée en application de cette loi. Les patients attendent une valeur ajoutée et il n'est pas simple de leur donner cette valeur ajoutée parce qu'en Belgique, on ne rembourse toujours pas des technologies qui utilisent de l'intelligence artificielle. Les hôpitaux sont quant à eux paralysés. Ils sont en perte de fonds, en perte de compétitivité, en perte de soignants et en perte de profil informatique. Mais on gagne en complexité des soins. Et l'IA est un des facteurs qui va venir répondre à ces difficultés, mais pas le facteur. Il y a énormément d'autres défis, en particulier la force de travail médicale qu'il faut résoudre. Alors, et un troisième point dont j'ai envie de discuter aujourd'hui avec vous, c'est l'impact sociétal d'une IA qui touche à la santé. Et je vais vous parler du micro-ondes. En 1950, quand on a déployé le micro-ondes, on était convaincu qu'on allait libérer du temps pour la femme qui faisait le ménage, qui s'occupait de la maison. Résultat des courses, peu après la mise en place du micro-ondes, les premières études mesuraient le rajout de temps passé au ménage par semaine post-micro-ondes à, en moyenne, plus de 8 heures par semaine pour chaque femme dans chaque ménage. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous parle de ça? J'appelle cela le problème Mani. Mani comme le dieu en charge du temps chez les Nordiques. Si on pense qu'une IA va libérer du temps pour le médecin, il faut préalablement, préalablement se poser la question de savoir comment va-t-on remplacer le temps qui a été gagné. Certains médecins en privé, c'est très facile. Ils vont remplacer cela avec plus de patients. Mais quid des médecins qui sont peut-être salariés dans des hôpitaux, ou des médecins qui travaillent au forfait, ou des médecins qui travaillent à demi-journée? Comment va-t-on leur dire qu'il va falloir qu'ils produisent plus pour la même somme d'argent? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser déjà maintenant avant d'adopter une technologie. Alors, quelque part, j'ai envie de vous parler de ces chatbots et en particulier des chatbots sentimentaux, des chatbots qui établissent une relation avec les patients. Je vais vous parler du fait qu'un Belge s'est suicidé suite à la discussion avec un de ces chatbots. Ce chatbot n'était pas du tout optimisé pour un travail clinique. Ce Belge, il souffrait d'éco-anxiété. Il s'est suicidé parce qu'il n'arrivait plus à gérer son anxiété. Vous pouvez voir que le chatbot, dans les dernières heures de conversation, il disait qu'ils se verraient ensemble au paradis. Notre concitoyen, mais évidemment, n'était pas bien éduqué à la chose, à la santé mentale, à comment faut-il se soigner lorsqu'on est en détresse. Il s'est confié à une IA, il est décédé de cela. Quelques mois après, on voit un tuto sur YouTube qui éduque les personnes à comment transformer un chat GPT en un psychiatre. Alors, 5,3 millions de vues, je suis scandalisé. Alors, quelque chose qui n'est pas clair dans la tête déjà des citoyens, mais aussi des scientifiques et parfois des médecins, c'est que la machine ne peut pas éprouver des émotions. Nous sommes tous liés par notre processus d'humanité et que nous vivons sur cette terre. La machine n'a pas cela. Et donc, on perd un petit peu tous la tête parce qu'il y a certaines études qui essayent de comparer le médecin à la machine d'un point de vue empathique. Il est impossible d'avoir une machine empathique. Ceci doit être très clair pour tous et ça ne vaut pas la peine d'étudier la question avec des études scientifiques. Alors, quelques tendances pour prédire où on sera dans 5 ans, bien que je suis tout à fait incapable de vous prédire où on sera dans 5 ans. L'IA est un domaine qui évolue de façon vertigineuse. Je peine à la suivre. Première tendance, c'est l'IA multimodale qui va venir quelque part intégrer différentes informations médicales pour aider le médecin dans sa décision clinique. Le deuxième, qui commence déjà maintenant, c'est le patient augmenté. L'OMS
donne un chatbot à chaque patient, à chaque citoyen du monde afin de poser des questions de la santé, dans le futur, chaque patient va disposer de son propre jumeau numérique qui va le guider vers des décisions de meilleure santé. Ce qui veut dire que certains gouvernements vont se poser la question de savoir comment ça se fait que certains citoyens sont toujours en mauvaise santé. Et donc, on risque d'exclure certains citoyens, notamment les plus démunis, d'avoir un accès aux soins de santé. Et ça me fait peur. Troisièmement, le reste. C'est-à-dire que nous allons avoir des IA qui vont nous aider à découvrir des médicaments et nous ont déjà aidé à découvrir de nouveaux antibiotiques. D'autres IA qui vont venir nous aider à faire du drug repurposing, mais aussi à mieux organiser nos hôpitaux. Alors, chaque confrère, chaque consoeur, je pense que le seul rôle qui nous reste, nous, les médecins, les cliniciens, et que nous devons endosser obligatoirement, c'est de défendre la santé face à l'inconnu. Nous devons être tous les meilleurs défenseurs possibles de la santé publique, de l'accessibilité des soins. C'est nous, en tant qu'humains, que nous devons faire ça. Notre rôle en tant que médecin, je pense qu'il risque également de changer. Changer parce que les médecins hospitaliers vont devoir en prendre en charge de plus en plus de spectres sévères de maladies. Et la société va se poser de plus en plus la question de quel est le rôle du médecin spécialiste dans la prise en charge des maladies moins sévères, plus légères qu'un généraliste peut être équipé de logiciels d'IA pour répondre en charge. Alors, je passe aux conclusions. Euh, la première, c'est que l'IA a un gros potentiel en médecine. Nous n'étudions pas assez sur l'impact sociétal d'une IA en médecine, mais nous devons mieux l'étudier. Je vous invite également à vous informer par rapport aux obligations légales que nous avons en tant que médecins par rapport à la loi sur l'AI qui va être en application en février 2025. Deuxièmement, c'est que nous devons changer la façon dont nous développons et validons les intelligences artificielles et les médecins doivent venir au cœur de ce développement. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas prendre notre place, celle que nous méritons dans le développement de l'intelligence artificielle en tant qu'experts cliniciens et assumer notre rôle dans ce développement. Et la troisième conclusion, c'est que la Belgique a le potentiel d'être la meilleure en intelligence artificielle en médecine et il faut soutenir le tissu médical, académique, scientifique, citoyen et économique pour qu'on puisse y aboutir. Je vous remercie pour votre attention et je suis impatient d'entendre vos questions. Merci beaucoup, Giovanni, pour cet exposé finalement extrêmement visionnaire et qui remet de l'humanité dans ce qu'on imaginait en première intention était une perte d'humanité par rapport aux machines. Euh, Moi, j'ai une première question en particulier dans ton domaine de la psychiatrie que tu as évoqué à certains moments. Et finalement, par rapport à l'intelligence artificielle, on se dit, mais voilà, les radiologues vont disparaître les premiers, les dermatos, les anapathes, mais les médecins de première ligne, les psychiatres, on est à l'abri de tout ça. Tu nous as montré que ce n'était pas tout à fait vrai, mais néanmoins, dans ces dialogues, on va dire émotionnels, c'est des dialogues verbaux. Et donc, toi, dans ton approche chez nous, le non-verbal est quelque chose d'extrêmement important dans la façon dont on va mieux percevoir son patient, y compris au travers de ses silences, etc. Et donc, tu ne penses pas qu'il y a la place pour une amélioration de cette intelligence artificielle, entre guillemets, humaine, par l'image et par l'interprétation des silences, des petits rictus, des petits mouvements des yeux, par les yeux qui deviennent un petit peu plus humides, bref, tout ce que nous utilisons au quotidien. Je pense que oui, il y a de la place. Maintenant, toujours se poser la question de l'utilité, du sens épistémologique de ce que nous faisons. Vaut-il la peine de développer une IA qui lise le silence de l'humain, qui lise la difficulté émotionnelle de l'humain, qui lise l'épreuve? Quelque part, je me sens aujourd'hui plus que jamais, je me sens privilégié d'être humain et de d'être confronté comme les autres à une finitude, d'être confronté à une expérience, une vie humaine qui peut être parfois hyper joyeuse, hyper heureuse, mais aussi hyper difficile. Je me sens privilégié et c'est quelque chose sur laquelle voilà qui me fait réfléchir en tant qu'humain. Euh, et donc quelque part, oui, ça a de la place d'un point de vue algorithmique, c'est quelque chose qu'on peut faire. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que c'est la priorité? Je ne sais pas, et je pense pas à premier abord.
Vous allez me dire, c'est normal, c'est parce que tu vas perdre du chiffre d'affaires si on développe un outil de ce type de reconnaissance faciale ou de reconnaissance émotionnelle. Mais ce n'est pas véritablement pour l'intérêt financier de moi en tant que clinicien. Je parle plutôt, vaut-il la peine de le faire? Parce que le développement de ces outils va conduire nécessairement à des dérives. Nous l'avons vu aux Pays-Bas, en Argentine, au Brésil. Nous avons désormais un predictive policing, donc un contrôle des forces de l'ordre qui est prédictif. Désormais, si on est né dans le mauvais quartier ou qu'on a des mauvais parents, etc., ou qu'on a des mauvaises fréquentations, ben, nous allons avoir peut-être des visites de la police à domicile. Alors vous allez me dire, il ne faut pas aller dans l'IA pour faire cela. Moi, je me fais arrêter tout le temps par la police de par mon visage, de à quoi je ressemble. Et s'il y a quelqu'un qui se fait arrêter dans le train, ben, c'est bien moi à chaque fois. Mais je vais vous dire, il faut se poser des questions. Les algorithmes existent, ils fonctionnent. On doit se poser des questions de savoir est-ce qu'on veut les appliquer. Question, oui, Brillantissime exposé, évidemment. On est un petit peu là, sous l'effet, le choc des informations. Mais c'est vrai qu'actuellement, on a surtout mis en évidence les risques de dérive. Et ces dérives existent. On les voit dans la reconnaissance faciale, dans des États totalitaires. On le voit maintenant aussi sur le plan de la santé, que le risque de personnaliser les soins, sans doute, mais de personnaliser les conduites à risque et de devoir sanctionner ces patients-là. Donc, je pense effectivement que c'est extrêmement important de voir qu'un spécialiste comme vous, déjà, se pose la question par rapport à ce qu'on est en train d'observer et des dérives qui sont devant nous, au-delà de l'aide, évidemment, dans l'analyse de données qui dépassent la mémoire humaine. Et donc, de ce côté-là, effectivement, je pense qu'on est devant des machines qui sont extrêmement utiles, mais c'est clair que le risque est de nous mettre, nous, médecins, tout à fait sur le côté par rapport à ces dérives que la machine va apporter. Je, en fait, ça nous met à nu, cette technologie, hein. Ça nous met véritablement à nu parce que on est face à se poser la question, est-ce que finalement nous sommes, premièrement, est-ce que nous sommes si bons que ce que nous le pensons, ce que nous le pensions? Est-ce que, quelle est notre place dans la santé du patient? Mais aussi, comment est-ce que je laisse la technologie entrer dans ma vie? Et quel poids je lui donne? Et quel poids je donne à la technologie dans la société? Donc, je pense que en tant que médecin, on est mis à nu, mais alors, si j'étais ministre aujourd'hui, je serais encore plus à mal par rapport à cette adoption. Donc, et c'est là que je pense que j'ai besoin de vous, chers confrères, chers consoeurs. En fait, à chaque fois, je dis à chaque séminaire que je donne, j'ai besoin de votre humanité. On a besoin de de votre brillante humanité pour nous aider à guider ce domaine, ces évolutions. Parce que si on n'entraîne pas l'évolution de l'humanité, il n'y aura pas d'évolution. Il y aura une dérive. Donc, je pense que c'est très. ok. Mais peut-être pour enchaîner sur ta remarque, est-ce que finalement la recette pour, pour garantir ce que tu proposes ne serait pas de concevoir tous les développements d'intelligence artificielle comme une aide aux praticiens, chacun dans son domaine? Autrement dit, on a tendance à voir l'intelligence artificielle pour remplacer dans une série de situations notre intelligence naturelle. Enfin, bon, dans la répartition, c'est quand même assez gaussienne, hein. Bon, donc, ok. Mais donc si on réfléchit comment ça peut être une aide, ben, je pense notamment, il y a le responsable de la gastroentérologie qui est dans la salle, et donc il y a actuellement un programme d'intelligence artificielle qui aide à détecter des lésions en colonoscopie. Euh, mais c'est pas un robot qui fait la colonoscopie, c'est l'homme qui est derrière, mais le renseignement complémentaire qui peut être apporté est sans doute un élément important au plan de la qualité de ce que l'on fait. Et dans ce domaine, et comme dans d'autres, on sait qu'en fin de journée, la même personne est moins performante qu'en début de journée. Et donc, l'aide est sûrement intéressante dans ce contexte-là aussi. C'est une excellente vision, c'est la mienne. Donc en fait, c'est celle que je partage. Euh,
il faut voir l'IA comme un outil d'amélioration, un, de la qualité des soins de santé que l'on offre, de la qualité de la santé du patient et du citoyen. Deuxièmement, de la qualité de la performance du clinicien, mais l'amélioration concomitante de sa qualité de vie. Troisièmement, de l'amélioration et le soutien donc de l'institution hospitalière, voire de l'institution de santé. Quatrièmement, de l'amélioration de la recherche et le développement. Et cinquièmement, de la santé publique. Voilà, c'est les cinq axes que je retiendrai. Ça, tu as la vision, mais comme prérequis, nous allons devoir renforcer et stimuler le libre examen de nos médecins. Euh, Parce qu'ils vont devoir faire face à des machines qui sont de plus en plus sûres d'elles, dont l'erreur sera de moins en moins détectable. Et donc, à la fin, le libre examen, la compétence de nos médecins seront mis à dure épreuve et il va falloir les stimuler de façon très importante dans les années à venir. OK, donc c'est une question d'enseignement et c'est aussi une question de, pour les médecins qui sera de s'approprier ces outils et ne pas les considérer comme, comme adversaires, mais comme partenaires finalement. Exactement, oui. Moi, j'ai juste une petite question sur la responsabilité parce que, heu, la responsabilité in fine dépend toujours, enfin, appartient toujours au médecin. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dans un avenir plus ou moins proche se dire: «Oui, mais le médecin, est responsable parce qu'il n'a pas utilisé suffisamment ou à bon escient l'intelligence artificielle». Est-ce que ça pourrait être C'est un une danger? excellente question. C'est une excellente question. Donc, avant, on pouvait spéculer sur cette question. Désormais, on a la réponse. Avant, on spéculait que c'était le médecin qui était responsable en tout état de cause par rapport à l'usage de l'IA ou au non-usage d'IA. On le reste, ça ne change pas. Donc, on reste responsable entièrement de ce que nous faisons en tant que médecin. L'IA n'est à aucun moment responsable. Mais la loi sur l'AI Act, la loi sur l'intelligence artificielle, donc, stipule de plus, à part les garde-fous qui sont mis pour l'adoption des technologies doivent montrer certaines preuves, etc. Mais que dans chaque service et dans chaque hôpital, dans chaque institution, il parle d'institution, il parle pas d'hôpital, il faut un responsable. Le responsable ne peut pas être informaticien. Parce que le responsable doit comprendre le processus clinique qui est derrière l'intelligence artificielle. Et donc, bientôt, dans les hôpitaux, dès que la loi rentre en application, mais ça peu le savent, il va falloir que chaque hôpital détermine un responsable institutionnel de l'intelligence artificielle qui va devoir être clinicien, il ne pourra pas être informaticien. Et dans chaque service, il va falloir qu'il y ait un responsable métier dans chaque service qui a une solution très spécifique pour apporter à ce responsable institutionnel. Et donc, il y a des devoirs très spécifiques qui sont énoncés dans la loi sur l'intelligence artificielle et qu'il va falloir endosser. Ça vaut, je pense, la peine de faire un séminaire à part pour ça. J'ai fait l'analyse, je l'ai publié récemment, une première lecture en tout cas. J'ai performé une deuxième lecture un peu plus large de cette loi qui est longue 300 pages. Mais il y a énormément d'implications pour nous en tant que médecins d'un point de vue déontologique, mais aussi de responsabilité. Bon, alors, on sait que dans nos consultations, depuis que Internet est à la portée de tous, bon, les patients ont un peu surfé sur Google et arrivent avec des diagnostics alternatifs, bon, qui polluent quand même d'une certaine manière la relation médecin-patient. Il est clair qu'avec la mise à disposition de l'intelligence artificielle, ça va rendre ce contact encore plus compliqué par rapport à un patient qui se trouvera dans le doute vis-à-vis de son médecin et dans la certitude par rapport à une intelligence artificielle. Et donc, je crois qu'indépendamment de tout ce qu'on a dit du point de vue éducationnel, on va devoir également être formé euh, euh, à pouvoir réagir correctement à ce genre de dialogue qui va très certainement s'installer et qui s'installe d'ailleurs tout doucement dans nos consultations. Je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que l'IA devient très, très performant sur la description d'un cas clinique, on va dire, textuel. Elle devient de plus en plus performante sur le dosage des médicaments recommandés. Donc, oui, une formation est nécessaire sur le tas. C'est ce que je m'efforce de faire dans les universités où j'enseigne. Mais il faut élargir cela aux médecins qui sont déjà formés. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un certificat interuniversitaire d'intelligence artificielle et santé digitale qui est plein tous les ans depuis qu'on l'a mis en place, mais qui, voilà, qui vise aussi à ça. Oui, je voulais encore vous poser une question sur le black box et les données qui rentrent.
Parce que évidemment, ça expose aussi à la désinformation, quand on n'est pas certaine des données, qui sont nourries dans le système et comment préserver et comment être certain, que ça se passe, la qualité des données, quoi. Alors, séparons les concepts de cette question. Le premier concept de la black box. Alors, la black box de l'IA peut être résumée de façon hyper simpliste dans la fonction composée que je vous ai montrée, f de g de x. C'est-à-dire que la black box, c'est ce qui va se passer dans g. Nous savons ce qui rentre, x. Nous savons ce qui sort, f. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe au milieu, c'est-à-dire g. Plus ou moins, nous savons ce qui se passe au milieu. La personne qui comprend, qui est éduquée mathématiquement à l'intelligence artificielle, qui est formée, comprend comment la black box fonctionne. Et c'est pour ça que le fait de dire l'IA en tant que black box, donc il faut s'en méfier. Non, il faut se méfier de celui qui ne sait pas comment la black box fonctionne, de comment la boîte noire fonctionne. Après, en ce qui concerne les prédictions, il est très facile, très aisé pour l'éduquer mathématiquement à l'IA de comprendre. Par rapport à la qualité de données, par contre, là, je vous rejoins totalement, et c'est un des requis de la loi sur l'intelligence artificielle, c'est que les fournisseurs d'IA vont devoir être hyper transparents sur quelles données ont servi pour produire l'intelligence artificielle, comment la validation, quels sont les chiffres de la validation. La loi ne mentionne pas comment la validation s'est faite. Ça, c'est un très, très gros défaut de la loi. Et rapporter via un système de management de risque tout cela aux médecins afin qu'ils puissent en prendre compte. Bien évidemment que la donnée doit être qualitative pour le système. Cependant, malheureusement, la plupart des solutions présentes sur le marché à ce stade, je pense, auront du mal à se rendre conformes à la loi qui va être en application en février 2025. Voilà. Philippe? Oui, d'abord, je voulais vous féliciter pour votre exposé. On sent que vous êtes psychiatre, c'est un exposé très humain. On voit que l'intelligence n'est pas qu'artificielle, c'est mieux d'être intelligent qu'artificiel en fait. Mais nous, je voulais vous donner un petit peu notre expérience parce qu'on l'utilise en gastroentérologie effectivement depuis quelques mois et on se rend compte qu'effectivement c'est un outil dont on va pas pouvoir se passer et donc il faut vivre avec. Et donc pour vivre avec et le mieux l'utiliser, faut l'apprivoiser, il faut que le côté humain reste complémentaire. On ne va pas remplacer la discussion après l'examen d'une coloscopie avec le patient par l'intelligence artificielle, ça je ne crois pas en tout cas. Par contre, l'intelligence artificielle, effectivement, nous aide dans la détection des polypes. Très peu probablement quand on a énormément d'expérience, mais un petit peu. Et effectivement, ça dépend de la journée. Mais il y a par exemple beaucoup de faux positifs, hein. Si vous faites par exemple un suçon sur la paroi du côlon, il va détecter un polype. Là, on voit que le gastroentérologue est encore utile. Par contre, quand il y a un polype à risque adénomateux, il se trompe quasi pas. Et donc c'est vraiment un support qui permet vraiment d'augmenter la détection, tout en gardant, je crois la prise sur cet outil et hem et donc je pense que vraiment on va vivre avec et que c'est vraiment, un système dont on doit peut-être pas finalement avoir si peur que ça. C'est quand on limite un peu, le système, avec des paramètres humains et des paramètres éthiques et alors l'autre aussi, remarque, c'est que, vous avez dit qu'évidemment l'intelligence artificielle coûte cher, que c'est un problème pour avec le sous-financement des hôpitaux, mais ça peut aussi augmenter la rentabilité d'un service. Par exemple, ici, si on détecte plus de polypes, il y a plus de polypectomie et en fait, il y a plus de remboursement INAMI quand c'est bien fait. Ça permet d'éviter des polypectomies inutiles, pour des polypes, par exemple, hyperplasiques qui ne sont pas à risque, mais ça va augmenter le taux de polypectomie de patients qui sont vraiment qui sont bénéfiques et donc éventuellement, les finances les finances hospitalières pour certaines spécialités en tout cas. Euh, oui, oui et non, dans le sens où pour certaines spécialités, effectivement, c'est bien pensé. Pour d'autres, on est vraiment loin du compte. C'est-à-dire que dans un premier temps, avec l'IA, il y aura plein de spécialistes, notamment indépendants et indépendants d'un hôpital, qui vont s'en mettre plein la poche. Ça, il faut pas le nier. Mais je pense qu'il y a un problème plus large de financement un, du logiciel pour l'hôpital, deux, du remboursement d'une technologie qui peut suivre le patient. Et ça, c'est effectivement, c'est un problème. Que les dispositifs soient quelque part rentables, ça on le sait, on peut faire des plans financiers désormais, et certains peut être très rentables même.
mais il faut accompagner le financement dans un sens plus large et ça pour toutes les spécialisations et dans tous les cas d'usage. Bien évidemment pour les technologies qui valent la peine, qui sont validées. Mais je rejoins ce que vous dites et il y a énormément de points positifs dans ces technologies. Il faut maintenant encadrer son adoption. Même, je vais poser encore une question qui est en partie en lien avec ce que Brigitte Veltloni nous avait dit par rapport à la qualité des données. Bon, comme tu sais, je m'intéresse entre autres à tout ce qui tourne autour de la fraude scientifique. On sait que de plus en plus, les sources sont polluées par des articles qui sont finalement frauduleux à différents égards. Et donc, est-ce qu'il y a déjà des programmes d'intelligence artificielle qui remplacent les reviewers en analysant les données et en détectant des données qui seraient construites éventuellement? Alors, donc, j'ai déjà eu des reviewers qui m'ont rendu des reviews complètement faites par ChatGPT. Ils ont même pas ouvert l'article. Donc, ça m'est déjà arrivé. Ça arrive pour les articles scientifiques. Ça existe du côté de celui qui écrit l'article, des articles qui sont écrits entièrement avec ChatGPT ou d'autres modèles de langage large. Alors que l'IA analyse automatiquement la donnée afin de faire des recommandations auprès des reviewers, disons en pré-screening, ça n'existe pas. Mais je pense que ça ne va pas tarder à arriver. Que les que les comment dire que le travail des rédacteurs en chef des journaux, notamment dans le cas d'articles, soit simplifié parce qu'il y aura des IA qui vont venir analyser, réanalyser, refaire les mêmes analyses que les, euh, que les auteurs disent avoir fait. Encore faut-il que les auteurs mettent à disposition le code des analyses, la méthodologie soit assez claire, et ça, on est vraiment très, très loin Ça, de je tout crois que c'est ça. un point fondamental. On devrait avoir accès aux données brutes pour pouvoir justement réaliser ce type d'analyse. Et au code, et n'oublions pas le code aussi, parce que selon comment on paramètre un modèle, on peut changer un hyperparamètre dans le modèle et tout peut changer. Alors, il y a une question sur sur le chat. À qui appartiennent les machines, donc les fournisseurs d'intelligence artificielle? À qui va profiter les profits générés? Euh, les médecins, chirurgiens utilisant les robots, les hôpitaux ont-ils conscience qu'ils nourrissent? Attends, ont-ils conscience qu'ils nourrissent, travaillent inconsciemment pour ces fournisseurs? Et donc, les profits générés iraient donc à d'autres que les patients et les soignants. Et donc, les gains de productivité seront très probablement sur du très court terme. Voilà, donc voilà une vue pessimiste par rapport aux questions qui portaient sur les problématiques financières. Je pense pas que c'est une vue entièrement pessimiste, c'est quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, il y a des gagnants dans l'intelligence artificielle, c'est les gens américains. Il y a clairement des gagnants. Euh, Inconsciemment, chacun d'entre nous qui utilise de près ou de loin un système d'IA contribue à ce gain. Cependant, je pense qu'il faut aussi se focaliser sur l'adoption et l'amélioration de la qualité des soins via ces outils. Nous ne pouvons pas nier non plus que quand on prescrit un médicament, on fait le travail de l'industrie pharmaceutique. Mais on oublie parfois que ce médicament améliore la vie du patient, sa qualité de vie, sa qualité de vie sur Terre, son expérience d'humanité. Et je pense que le même doit être fait, doit être évalué, doit être fait pour l'intelligence artificielle. Donc oui, c'est une vue, je pense, réaliste, mais je pense qu'il y a aussi l'autre moitié du verre qui est plein. OK. Eh bien, écoute, encore merci, Giovanni. Et probablement que tu seras de nouveau là lorsque les choses auront encore évolué et probablement plus rapidement qu'on ne le pense. Merci à tous Je les suis à votre intervenants disposition. et à la semaine Merci. prochaine.